Bonsoir et bienvenue sur Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF dont le dossier est aujourd'hui consacré aux soins non programmés. Une émission animée par le président Jean-Paul Ortiz. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour débattre de ce qui est une véritable priorité pour le gouvernement, qui a d'ailleurs demandé au député Thomas Mesnier, jeune urgentiste, de plancher sur le sujet, mais aussi un casse-tête pour la profession, les soins non programmés. En effet, 75% des passages dans les services d'urgence ont lieu aux heures d'ouverture des cabinets médico-libéraux, les jours de semaine. Or, dans 43% des cas, la consultation aurait pu être prise en charge par la médecine de ville. Une médecine de ville qui commence à mettre en place des organisations spécifiques. Alors, quelles organisations? Elles sont existantes ou encore en projet? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos deux invités de ce soir. Et tout d'abord, je présente le docteur Patrick Servinski. Bonsoir. 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 Vous êtes médecin généraliste au Havre et vous êtes venu exprès pour Univers Médecin et je vous en remercie. Vous êtes secrétaire général de l'AMU, Association médicale des urgences du Havre. Et alors, en quelques mots, est-ce que vous arrivez, vous, dans votre région, à gérer correctement les soins non programmés ? Alors, notre association a été créée justement en 1978, déjà pour répondre aux demandes de soins non programmés. Et dès le début, elle a su s'adapter justement au pic d'activité, notamment en s'associant dès le départ, en 1978, au SAMU du Havre, qui venait d'être créé, comme tous les SAMU de France. Et donc, ils ont réussi à mutualiser les moyens pour répondre justement à ces demandes de soins et éviter qu'il y ait trop d'actes non justifiés effectués dans les établissements hospitaliers, qu'ils soient publics ou privés. Très bien. À vos côtés, le docteur Alain Prochasson, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes généraliste aussi à Metz et en pleine mise en place dans votre région, dans votre département, du système Entracte. Il y a aussi urgence dans votre région à mettre en place quelque chose ? Tout à fait. La plupart des médecins maintenant sont débordés, ont du mal à répondre aux soins programmés déjà. Alors pour les soins programmés, n'en parlons pas. En tant que promoteur de la régulation libérale depuis 1982 dans notre département, nous sommes rendus compte qu'en fait, on avait besoin d'un système pour essayer de joindre des médecins au moment où les patients appellent parce qu'ils n'ont pas de médecin, parce que leur médecin est en vacances, parce qu'il est retraité, voilà. Donc nous parlerons d'un système qu'on essaye de mettre en place justement pour répondre à cette demande. Très bien, deux expériences sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure dans le dossier, et ce, après les actualités. Alors, avant de passer aux actualités, un petit rappel, nous sommes en direct, ça vous le savez bien, et nous répondrons donc à toutes vos questions, celles que vous poserez grâce à la boîte de dialogue qui est située en dessous de votre écran. Place à l'actualité maintenant. Alors, tout d'abord, l'avenant télémédecine, Jean-Paul Ortiz. La CSMF a participé aux séances de négociation conventionnelles, c'était à mi-avril, sur la télémédecine. La Confédération est d'accord sur certains points, comme celui de la CNAM, à savoir étendre la télémédecine à toute la population à partir du 15 septembre 2018. Mais elle est moins d'accord sur la téléexpertise et ses tarifs un peu bas, Jean-Paul. C'est vrai, cette négociation d'avenant sur la télémédecine était pour la CSMF fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mettre en œuvre des mesures innovantes dans le cadre de l'accès de la population à la téléconsultation et pour les médecins à la téléexpertise. Pour la téléconsultation, les choses sont à peu près correctes. Le patient pourra être vu en téléconsultation par son médecin traitant habituel au tarif classique de 25 €, ou il pourra avoir une téléconsultation avec son médecin spécialiste habituel pour le tarif classique de 30 €. Je parle bien sûr pour les médecins exerçant en secteur 1. Pour la téléexpertise, c'est un peu plus compliqué parce qu'il s'agit d'un médecin qui est dit requérant, qui va demander l'avis à un de ses confrères réputés, qualifiés pour répondre à telle ou telle problématique, et le médecin requis. Et là, bien évidemment, ça peut se faire en dehors de la présence du patient. Et pour la téléexpertise, il fallait rémunérer le médecin requérant et le médecin requis
Les tarifs sont trop bas, à notre avis, et ne permettront pas le développement que la téléexpertise devrait mériter dans ce pays. C'est un premier pas et nous œuvrerons pour aller bien au-delà. Alors, autre sujet, les consultations complexes. Et là, bonne nouvelle, la CNAM a réagi correctement à vos demandes. La CSMF avait dit que la négociation sur l'avenant télémédecine devait être beaucoup plus large parce que nous n'avons pas signé la convention de 2016 pour une série de raisons et nous voulions profiter de cet avenant qui est innovant pour élargir et revoir un certain nombre de bugs dans cette convention de 2016, dont l'élargissement des consultations complexes. Nous en avons obtenu un certain nombre, en particulier des créations de consultations autour de l'autisme. Nous avons aussi obtenu un élargissement de l'utilisation de l'avis ponctuel de consultants pour les anesthésistes. Nous avons obtenu un taux d'optam de groupe pour les nouveaux entrants dans un groupe de médecins qui sont associés. Et enfin, 2 groupes de travail qui pour nous sont importants. Le premier permettra de discuter sur une liste d'actes ouvrant le modificateur O, qui est un modificateur prévu pour les urgences vitales au-delà du champ actuel, et surtout, vieille revendication de la CSMF, un groupe de travail pour évaluer le coût de la pratique pour les actes médicaux effectués dans les DOM, où effectivement, aujourd'hui, nous avons des tarifs d'actes techniques qui sont les mêmes qu'en métropole, contrairement aux tarifs de la consultation effectuée dans les DOM ou même des tarifs hospitaliers. Il faut absolument faire apparaître ces surcoûts et nos amis des DOM y sont extrêmement sensibles. Dernier point, j'ai été un peu long. Allez-y. La CSMF a toujours lutté contre l'article 99. Pourquoi ? Parce que cet article 99 permet au directeur de la CNAM de fixer lui-même, tout seul, les tarifs d'un certain nombre d'actes médicaux. Il est donc contraire à l'esprit conventionnel où la négociation doit permettre d'arriver à un accord. Nous avons fait de cet article 99 un point dur et nous œuvrerons pour arriver à supprimer cet article 99 qui est contraire à la négociation conventionnelle. Nous ne désespérons pas d'y arriver et j'espère que cela pourra se concrétiser très très vite. Suivez attentivement l'actualité dans les heures et les jours qui viennent. Très bien. Donc, autre sujet, le TPG, le tiers payant généralisé. Alors, généralisé ou généralisable ? L'inspection générale des affaires sociales vient de rendre son rapport qui est intéressant. D'abord, il confirme qu'il y a encore des problèmes avec le tiers payant avec l'assurance maladie. 1% de rejet, c'est trop. C'est pas beaucoup, mais c'est encore trop. Et puis surtout, il dit bien que le tiers payant avec les assureurs complémentaires n'est pas du tout au point. Au mieux, l'ensemble des Français pourrait avoir les outils nécessaires à sa réalisation fin 2019. On voit bien que le vieux rêve de Marisol Touraine d'avoir un tiers payant généralisé pour tout en novembre 2017 était hors de la réalité. Et de ce point de vue-là, l'IGAS donne raison à la CSMF. Nous veillerons à ce que ce tiers payant soit possible, simple, utilisable par le médecin lorsqu'il le décide, mais qu'il ne soit en aucun cas obligatoire. Nous avons toujours été opposés au tiers payant obligatoire. Nous continuerons à l'être et à nous battre contre un tiers payant obligatoire. Souhaitons qu'il soit le plus simple possible et que les médecins puissent se l'approprier à la mesure de ce qu'ils voudront bien en faire. Je pense que ça pourra faire l'objet d'une émission, ça aussi. On reviendra dessus. On pourra y revenir. Voilà, pour l'actualité. Place au dossier du mois à présent, les soins non programmés. L'organisation des soins non programmés devient une priorité, on l'a entendu, pour tous. Et un jeune député, comme vous l'avez dit, Jean-Paul, un jeune député, Thomas Mesnier, est chargé par le gouvernement donc d'une mission relative à ces soins. Ces conclusions, eh bien, elles seront attendues sous peu. Mais en attendant, Jean-Paul, de quoi parle-t-on exactement par soins non programmés ? Comment le définissez-vous ? Il s'agit de répondre aux demandes des patients lorsqu'ils n'ont pas programmé un rendez-vous chez leur médecin. Bien sûr, cela concerne l'urgence ressentie par le patient pendant les horaires de fermeture des cabinets médicaux, ce qu'on appelle la permanence des soins.
Elle est globalement bien organisée dans le territoire. Il y a quelques trous dans la raquette. Et c'est toujours pareil. C'est comme les trains qui n'arrivent pas pour la SNCF. On ne parle que des trous dans la raquette. Mais globalement, l'implication des médecins généralistes dans la permanence des soins ambulatoires, c'est-à-dire pendant les horaires de 20h à 8h le lendemain, est bien organisée. Et dans la journée, il y a la continuité des soins, c'est-à-dire la réponse pendant les heures d'ouverture de cabinet qui doit être assurée dans les territoires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a nécessité d'organiser de plus en plus cette continuité des soins parce qu'il y a une évolution sociétale. Les patients veulent pouvoir accéder à un médecin à n'importe quelle heure et très vite. Ils ont beaucoup de mal à attendre. C'est pour ça que les nouveaux mécanismes de prise de rendez-vous se développent. Mais aussi parce que, de plus en plus, les médecins, et c'est légitime, veulent organiser une vie professionnelle en prenant ici ou là une demi-journée ou une journée off pour s'occuper soit de leurs enfants, soit de leurs loisirs. Et encore une fois, cela me semble complètement légitime, mais ça va demander une organisation et la médecine de ville doit pouvoir y répondre. Monsieur Czerwinski, votre avis sur la définition de la nécessité de ces soins non programmés, de l'organisation? Alors, évidemment, dans le cadre de mon association, au Havre, nous avons su très vite nous adapter à cette nécessité de soins non programmés. Et tous les médecins généralistes libéraux installés du Havre participent à l'activité de l'association. Et en fonction des pics d'activité, nous avons un ou plusieurs médecins qui sont de garde, soit en régulation, soit en Alors, consultation. je pense qu'on va revenir sur vraiment la façon dont c'est organisé un petit peu plus tard. C'était votre impression sur ces soins. Alors, vous, ça existe depuis 1978, vous disiez. Voilà. Vous êtes un vieux routard, je dirais, de cette organisation. Mais pourquoi cette urgence maintenant? Ce sont des soins non programmés, mais non urgents. Donc, je veux dire l'urgence de mettre en place une organisation. Je pense qu'avec la baisse du nombre de médecins, beaucoup de personnalités politiques s'inquiètent, puisque leurs mandants s'inquiètent eux aussi. Et donc, eux, ils vivent cela dans l'urgence, mais nous, c'est notre quotidien, en fait. Monsieur Prochasson? Oui, je pense qu'il n'y a pas forcément urgence, mais par contre, il est certain que les médecins doivent prendre ce problème à bras-le-corps. Il y a de plus en plus de médecins qui prennent leur retraite, il y en a de moins en moins qui s'installent, et il y a de plus en plus de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Dans mon département, il y a des zones entières où un certain nombre de patients ne trouvent pas de médecin pour avoir un médecin traitant. Et les médecins refusent même de prendre des patients parce qu'ils sont débordés. Donc il est vrai qu'il faut effectivement réfléchir à cela et trouver une solution pour ces patients qui sont, entre guillemets, en déshérence, quoi. Alain Prochasson, les soins non programmés, ça ne concerne pas que la médecine générale. Exactement. Et donc, là aussi, il y a des problèmes, parce que vous savez très bien que nous avons du mal à trouver dans certaines spécialités des confrères qui puissent prendre des patients dans des délais raisonnables. Et donc, là aussi, il y a besoin d'organiser les choses de façon à fluidifier le parcours des patients et permettre donc aux médecins généralistes en particulier de trouver un confrère pour donner son avis. Rappelons d'ailleurs à ce propos que la réponse à une demande de soins non programmés dans le cadre de la Convention, sur proposition de la CSMF, cette réponse, si elle est faite dans les 48 heures, a été valorisée par un petit complément, la Très MTU, justement, à la fois pour le médecin généraliste et pour le médecin spécialiste qui répondrait à cette demande. C'est ce qui nous pousse aussi à mettre en place cette expérimentation, parce que ça sera du donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant entre les médecins généralistes et leurs confrères, et également pour les médecins généralistes qui accepteront de recevoir des patients entre actes. Entre leurs actes. Très bien, on rentrera aussi un petit peu plus dans les détails. Alors, il y a une structure qui répond depuis longtemps aussi aux soins non programmés, c'est SOS Médecins. Ça a été créé il y a 52 ans. SOS Médecins a très vite répondu, 24 heures sur 24, aux urgences de soins non programmés. Je vous propose un coup d'œil sur cette institution qui est en complémentarité totale avec la médecine générale. Le reportage de Diane Cacciarella. Serge Smadja ne prend en charge que les soins non programmés. Lui et ses 180 collègues de SOS Médecins Grand Paris sont appelés à la dernière minute. Ils doivent se rendre au domicile du patient le plus rapidement possible, généralement dans l'heure. Cet après-midi, le médecin généraliste visite une jeune femme qui a mal à la tête et saigne du nez.
me dit que c'est difficile pour son médecin traitant de prendre des patients en dehors de son planning de consultation, quoi. Sans rendez-vous, c'est très difficile. Elle m'a dit, je vous répète ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit je n'ai même pas essayé parce qu'en général, c'est très difficile qu'ils me prennent entre deux. Après sa tournée médicale, Serge Smadja rentre au siège de SOS Médecins dont il est aussi le secrétaire général. Pour lui, les cabinets de médecine générale n'arrivent plus à absorber la demande de soins non programmés, et ce, bien plus qu'avant. Notre activité aux heures d'ouverture des cabinets, elle est devenue peut-être plus importante ces derniers temps. Et par exemple, nos chiffres au plan national, c'est d'observer qu'on a environ 30% d'augmentation de notre activité aux heures d'ouverture de cabinet. Encore une fois, ce n'est pas parce que les médecins traitants ne sont pas là, mais probablement qu'ils ne sont pas, ils sont pas suffisamment nombreux pour répondre à la demande. C'est sûr que dès qu'il y a une période de suractivité, et c'est souvent des périodes de suractivité liées à des pathologies infectieuses, hein, on a des délais d'intervention, comme je vous l'ai dit, qui sont allongés. Et donc, on s'adapte à cette situation avec nos propres méthodes. Hein. Nous, on a un planning de garde qui est adapté à l'activité. Le planning est renforcé dans ces périodes d'activité, mais à un moment, évidemment, on arrive un petit peu ça nous arrive de subir des difficultés, et pour ça, la conséquence, c'est le délai d'intervention qui est retardé, mais on essaye de répondre à toutes les demandes. Chaque année, sur l'ensemble de la France, SOS Médecins répond à plus de 6 millions d'appels. Dans les prochains mois, l'organisation va mettre en place des téléconsultations, un moyen d'améliorer un peu plus la prise en charge des soins non programmés. Voilà, Monsieur Servinski, vous êtes secrétaire, comme on l'a dit tout à l'heure, secrétaire général de l'AMU, l'Association médicale des urgences du Havre. Elle a été créée en même temps que les SAMU. Depuis, l'AMU s'est adaptée à la demande croissante des soins non programmés. Alors, est-ce que votre activité a augmenté autant que celle de SOS Médecins? Alors, nous, notre but, c'était de répondre donc à l'activité de soins non programmés, que ce soit en permanence des soins, donc au moment où les cabinets médicaux sont vides, mais aussi sont fermés, excusez-moi, oui. ou en continuité des soins au moment où les cabinets médicaux libéraux sont en train de travailler. Autrement dit, votre organisation, Patrick Serzinski, couvre H24. Pratiquement H24, sachant qu'on a des Vous avez des volontaires pour ça? Bien sûr, tous les médecins de notre agglomération sont volontaires depuis 1978 pour participer à toutes ces gardes qui existent sur plusieurs tableaux différents. Donc c'est sur la base du volontariat. Et nous assurons de la régulation libérale au SAMU, que ce soit en permanence ou en continuité des soins. Des visites aussi, en permanence ou en continuité des soins. Et des consultations en permanence ou en continuité des soins. Et tout ceci est régulé au préalable. Et il faut être abonné à votre association? Non, on va dire que tous les médecins sont volontaires pour participer et ils savent très bien que cette organisation a un coût. Sachant qu'évidemment, nous avons des subventions grâce à un partenaire qui est l'ARS, mais aussi à notre communauté d'agglomération de communes qui nous subventionne, et grâce à une clinique aussi au Havre, la clinique des Ormeaux, qui nous donne une subvention. Donc nous travaillons tous en partenariat étroit, mais les médecins adhèrent à notre association. C'est une association loi 1901, donc qui ne fait pas de bénéfices, mais grâce à leur adhésion et grâce à une petite rétrocession d'honoraires qu'ils font sur toutes les consultations qui sont faites à la maison médicale. Je voulais vous poser la question, ils sont rémunérés comment, vos médecins, Patrick Serzinski? Alors, en permanence des soins, donc au moment où les cabinets médicaux sont fermés, ils ont des tarifs de garde qui correspondent... Au tarif national? Oui, bien sûr, ce sont les tarifs nationaux. 150 € pour 12 heures la nuit, c'est ça? Alors ça, c'est l'astreinte. Oui. Ça, c'est l'astreinte. Mais en plus de ça, ils assurent des consultations au tarif de la convention. Bien sûr. Bien sûr. Donc ça, c'est... Voilà. Et alors, dans la journée, comment ils s'organisent? Ils laissent des plages dans leur activité Alors, dans quotidienne? la journée, en permanence au Havre, nous avons le Havre qui est divisé en 2 secteurs. Et dans chaque secteur, il y a un cabinet médical, de médecin généraliste, qui est volontaire pour accueillir les consultations non programmées. Et pour l'ensemble du Havre, nous avons... À tour de rôle, donc les cabinets sont de garde à tour de rôle. À tour de rôle, voilà. De garde, entre guillemets, bien sûr. Oui, c'est une garde de jour, une astreinte au cabinet, en fait. Et pour les patients qui ne peuvent pas se déplacer, nous avons un médecin volontaire, chaque jour qui est différent, et qui assure les visites sur l'ensemble du Havre. Le nombre de médecins impliqués est stable, en diminution
ou en augmentation? Autrement dit, pour poser la question différemment, les jeunes générations s'impliquent-elles dans ce type de dispositif? Alors, tous les médecins installés s'impliquent dans ce dispositif, même les plus jeunes. C'est pas obligatoire, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas obligatoire, c'est sur la base du volontariat. Mais ils sont tous d'accord pour participer. Bon, à part l'infime minorité de non-volontaires qui existent partout en France, mais on va dire que c'est normal. Expérience très intéressante. Et est-ce que vous êtes débordé ou bien vous assurez de façon correcte On va dire que nous ne sommes jamais débordés puisque nous arrivons à nous adapter au pic d'activité, que ce soit en régulation, en consultation et parfois même en visite. Il peut y avoir 1 ou 2 régulateurs supplémentaires au SAMU, parce que nous travaillons avec le SAMU, et il peut y avoir 1 ou 2 médecins supplémentaires en consultation à la maison médicale. Et pendant les périodes des vacances de Noël, qui durent 15 jours, notre maison médicale, qui normalement est ouverte en période de permanence des soins, donc de 20h à minuit, elle avance son ouverture à midi pour répondre justement au pic d'activité des vacances. Et en pic épidémique, c'est pareil. Très bien. Alors, il y a une autre expérience que nous voudrions aborder dans la mesure où le temps passe très très vite. Une autre expérience donc d'adaptation des soins par la médecine de ville. C'est une autre innovation exclusivement dédiée aux soins non programmés. Eh bien, c'est celle de Bertrand Legrand. C'est un médecin généraliste qui est à Tourcoing. Il a lancé Vitodoc. Toujours un reportage de Diane Cacciarella. De plus en plus de généralistes ne consultent que sur rendez-vous. En cas d'urgence, leurs patients se tournent vers l'hôpital ou SOS Médecins. Pour remédier à cela, Bernard Legrand, médecin généraliste qui exerce à Tourcoing, a mis en place une solution. Un site internet qui référence tous les créneaux où les médecins sont disponibles pour des soins non programmés entre 2 rendez-vous. C'est le patient lui-même qui réserve une plage horaire dans le planning d'un médecin généraliste. Il sera soigné dans la journée ou au maximum dans les 72 heures. L'énorme avantage pour le médecin, il tient en peu de choses. La première chose, c'est que faire une consultation plus courte avec plus de densité médicale, c'est-à-dire on voit un patient pour un motif et il sort de là, et le motif est réglé, donc il y a une satisfaction à régler un problème et non pas à reporter ce soin non programmé, ce qui aboutit à une sorte d'inflation du temps médical, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un problème qui n'est pas traité immédiatement est un problème qui va durer plus longtemps en consultation. Le deuxième avantage, c'est que c'est un soin qui est coordonné avec le médecin traitant, donc ça donne droit à une rémunération supplémentaire. Et le troisième avantage, c'est que l'on gagne un temps phénoménal si on a besoin d'adresser le patient à un spécialiste, puisque ça se fait en 28 secondes, ce qui est à dire plus vite qu'un simple SMS pour obtenir un rendez-vous. Donc, si besoin, les médecins généralistes redirigent immédiatement leurs patients vers un spécialiste. Sur le site internet, ils en sélectionnent un, disponible dans la journée pour un soin non programmé. Alors l'énorme avantage pour les spécialistes qui nous offrent des plages de soins non programmés, c'est que du coup ils bénéficient d'un tri qui est fait en amont par le médecin généraliste. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes ont des plages de rendez-vous et des logiciels qui sont faits ouverts aux patients et de plus en plus, on voit que la qualité du recrutement a diminué et les spécialistes sont donc embêtés avec des soins qui ne sont absolument pas triés en amont. Cette flexibilité des médecins a un prix, prévu dans la nomenclature de la cotation des actes. Alors, un des nombreux avantages que vont avoir les spécialistes et les généralistes, c'est que depuis 2018, la nouvelle convention permet d'améliorer d'un acte supplémentaire quand on adresse en urgence le patient à un spécialiste. C'est donc la cotation MUT pour le médecin généraliste, qui est équivalente à 5 € et la cotation MCU pour le spécialiste. Et je vais vous prendre un exemple qui est très simple. Hier même, j'avais un enfant qui avait un Panari, je l'ai adressé à un traumatologue dont j'avais le téléphone et donc je lui ai envoyé un texto et le temps qu'il me réponde, évidemment le patient était reparti et ne sachant pas s'il allait réussir à le voir dans les 48 heures, je n'ai pas pu coter. Là, je serais passé par Vitodoc et j'aurais pu avoir directement ma cotation. À terme, l'objectif de la plateforme est d'offrir un système de garde en continu pour les soins non programmés. Ce qui pourrait être un nouveau concept de garde, c'est je suis de garde 1 heure, de 9h à 10h, et puis de toute façon mon collègue un peu plus loin dans le département, lui, il est de garde de 23h à minuit, et la somme de toutes ces petites volontés finit par faire une offre de soins qui est nettement supérieure à une offre arbitrée par l'État. Il y a des cotations pour la nuit, on n'est pas obligé d'être de garde pour travailler de nuit.
vraiment, en fait, chaque médecin peut à nouveau retravailler. On a bien conscience que ce n'est pas un forfait qui rémunère le médecin, mais le nombre d'actes. Et pour qu'il y ait un nombre d'actes intéressant, il faut qu'il soit densifié sur un temps. Pour le moment, difficile de dresser un bilan de cette initiative car le site internet n'est ouvert que depuis 1 mois. Alors cette expérience qui vient de voir le jour s'adresse exclusivement aux médecins généralistes qui s'y abonnent. Monsieur Prochasson, quelle est la différence avec votre organisation qui s'appelle Entracte? Rien à voir avec du théâtre, je suppose. L'association départementale de permanence de soins que je préside a organisé la permanence de soins sur le département autour d'une régulation libérale 24 heures sur 24. Et comme je le disais tout à l'heure, cette régulation, elle a besoin d'effecteurs. Et en particulier dans la journée, lors du travail des médecins et quand on a besoin effectivement de soins non programmés. Donc nous avons cherché un logiciel qui pourrait répondre à cette demande et nous avons donné notre accord à un logiciel qui s'appelle Entracte, qui est mis en place grâce à l'ARS et grâce à l'URPS, puisqu'on travaille en bonne entente, et qui va permettre d'avoir une organisation centrée sur la régulation et des médecins généralistes ou d'autres médecins, des médecins spécialistes, qui auront une application sur leur smartphone et qui pourront répondre comme ça en direct à l'appel qu'on pourra lancer sur les ondes. Si vous voulez, c'est un peu une ubérisation des soins non programmés avec une réponse la plus rapide possible. À partir du moment où on a une réponse rapide, c'est-à-dire au moins dans les 10 minutes, eh ben, tant mieux, on pourra orienter le patient. Et à partir du moment où ça ne répond pas, eh ben, on se débrouille comme on fait actuellement. Ce qui veut dire, Alain Prochasson, vous avez au départ une organisation permanence des soins, donc la nuit, pour faire simple, et là vous avez organisé un système qui couvre la journée, si je comprends bien. Tout à fait. Et que je comprenne bien votre système, c'est basé uniquement sur le volontariat de chaque médecin qui prend l'application. Vous lancez un appel, et s'il n'y a personne qui répond, qu'est-ce qui se passe dans la journée? Voilà, c'est justement le problème de ce système, c'est qu'il va falloir aller à la pêche aux volontaires. Et donc, comme on a l'habitude de ce genre d'expérimentation, on va prendre notre bâton de pèlerin pour aller expliquer à quoi sert ce système et en quoi ça peut être utile pour les médecins en particulier, mais aussi pour les patients, bien sûr. Et vous avez... Alors la différence, je termine par rapport à Vitedoc, c'est que Vitedoc est ouvert aux patients directement. Le patient peut prendre un rendez-vous sur Vitedoc, alors que nous, il n'est ouvert qu'aux professionnels de santé qui appellent la régulation et la régulation, le patient appelle la régulation, pardon, et la régulation trouve un professionnel de santé. Mais il y a toujours un filtre. Voilà. Quand vous dites ouvert aux professionnels de santé, c'est ouvert médecin généraliste, médecins des autres spécialités, éventuellement d'autres professionnels de santé. Exactement, l'objectif à terme, c'est d'ouvrir ça à tous les professionnels de santé et de mettre en lien... Infirmiers, kinés, etc. De créer un lien entre les différents professionnels de santé et de créer une véritable coordination des soins numériques. Entre nous, honnêtement, vous croyez qu'il va y avoir beaucoup de médecins qui vont adopter cette application, Alain Prochasson? Je pense qu'effectivement... Quel intérêt à agir ils ont? L'intérêt qu'ils ont, c'est effectivement d'avoir une fluidification, de ce que je disais tout à l'heure, de fluidifier le rapport avec les spécialistes en particulier, de chercher une infirmière, de chercher une hospitalisation, de chercher une place en EHPAD. Tout ça pourra passer par la plateforme à terme. Autrement dit, j'ai un trou, il y a un appel... Et je prends l'appel et je reçois le patient. Je reçois l'appel sur mon smartphone et je dis « Ok, je peux le prendre à telle heure ». Et le médecin régulateur peut proposer au patient d'aller à cet endroit-là à cette heure. Ce qui veut dire que vous avez une régulation H24 actuellement, on a une avec un médecin volontaire en régulation. Il est rémunéré comment, ce médecin? Dans la journée, je parle. Dans la journée, il est rémunéré sur la base d'astreintes qui sont fixées par l'ARS, qui sont actuellement à 75 € de l'heure et devraient être réévaluées, on l'espère. Donc vous avez une bonne subvention de l'ARS pour la journée? Exactement, même pour l'ARS, pour la journée, pour la nuit et pour les week-ends, avec des organisations différentes, avec un nombre de médecins différents, etc. Vous l'avez mis en place il y a combien de temps? Ça a commencé en 92.
Non, je parle de... C'est en train de se mettre en place. Ah, c'est en train, c'est en train de donc se vous mettre n'avez en place. pas le recul. On n'a pas de recul pour l'instant, d'accord. mais ce que je disais tout à l'heure, on va prendre notre bâton de pèlerin pour aller défendre cette application. Donc vous allez le vendre sur le terrain. Exactement. Eh bien, bon courage. Voilà, merci. En tout cas, c'est intéressant comme mécanisme. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Prochasson, on va vous libérer. Merci. Vous avez pour des raisons techniques, vous devez c'est les joies de la SNCF et des grèves. Sans doute. Merci beaucoup d'être venu. Je vous remercie. Merci, ce sont aussi les joies du direct. Et on va donc passer aux questions. Alors, une des premières questions qui arrive sur notre iPad, les médecins urgentistes sont-ils prêts à accueillir des médecins généralistes dans leurs murs ? Vous êtes condamné à répondre. Alors, dans notre secteur de garde, nous avons déjà une maison médicale. Tout est organisé par les médecins généralistes libéraux. Pour l'instant, je vais répondre en mon nom propre, pas au nom des autres médecins. Votre expérience. Voilà, personnellement, je ne trouve pas d'intérêt à faire des consultations libérales dans les entrées des urgences, que ce soit en pédiatrie ou aux urgences adultes. Voilà. Même s'il y a beaucoup d'actes non urgents qui sont traités là-bas, et ça on le sait tous, mais moi je n'en vois pas l'intérêt. Ça pose d'ailleurs un problème, Patrick Sierzyński, ce que vous venez de dire. Je ne suis pas loin de penser un peu comme vous, parce que aujourd'hui, les structures hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées, n'ont pas un intérêt à agir en détournant les patients qui viendraient dans leur service d'urgence vers les maisons médicales de garde. Certains centres hospitaliers le font, d'autres le font un petit peu moins volontiers, avec moins de gourmandise, parce qu'ils y perdent. Ils y perdent en matière de rentabilité de leur système d'urgence et donc d'entrée budgétaire, puisqu'avec la tarification à l'activité, ils ont intérêt au contraire à accueillir le plus possible de patients dans leur service d'urgence. Donc c'est vrai que c'est un petit peu discuté. Néanmoins, il faut bien reconnaître qu'il y a des maisons médicales de garde qui se sont situées à l'entrée des hôpitaux publics en particulier et qui fonctionnent parfaitement bien avec une très bonne implication des médecins libéraux. Donc je crois que ça dépend des situations locales. Autre question, que se passe-t-il à l'étranger ? Effectivement, la France n'est pas la première à avoir ces problèmes-là. De soins non programmés. Alors, Jean-Paul Ortiz, oui, vous avez enquêté. J'ai un peu regardé, effectivement. J'ai un peu regardé parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans d'autres pays étrangers. Il faut bien reconnaître que la situation est très variable et que les dysfonctionnements ne sont pas uniquement l'apanage de la France. D'abord, il y a des réponses dans certains pays qui sont relativement organisées, mais de façon dure. Je prends l'exemple du Royaume-Uni, où il y a une réorientation des patients lorsqu'ils se sont inutilement rendus dans les structures hospitalières, sans un appel au préalable. Donc on les renvoie sur les structures de soins de proximité. En Suède, mieux. Vous avez un ticket modérateur qui est plus élevé en cas d'accès direct au service hospitalier. Certains en parlaient d'ailleurs. Et si c'est nécessaire, on les réoriente vers les soins primaires et on ne les prend même pas en charge dans les services hospitaliers si on pense que ça aurait dû être fait dans les structures de soins primaires. Prenons le cas de l'Espagne. Alors l'Espagne, ils ont un service ouvert de 8h à 15h. À partir de 15h, c'est la permanence des soins jusqu'à 20h. Et à 20h, tout le monde est orienté vers les structures hospitalières. Il n'y a pas du tout de permanence des soins, de la médecine de proximité, de la médecine de première ligne, comme on a l'habitude de le dire. Néanmoins, beaucoup de pays dysfonctionnent. L'Italie, l'Allemagne sont victimes d'un mésusage du système de permanence des soins et de soins non programmés. Autre question, j'avoue, je ne comprends pas trop bien. Faut-il être urgentiste pour traiter une otite ou une cystite ? Très clairement, je crois que non. Vous êtes d'accord avec moi, Patrick ? Alors, Sierzyński, il n'est pas utile d'avoir fait une spécialité d'urgentiste. Ça montre d'ailleurs que la médecine de ville, la médecine générale, on a beaucoup parlé de la médecine générale, mais aussi la médecine spécialisée, des autres spécialités,
est impliqué dans la réponse aux soins non programmés, pas uniquement la pédiatrie pour l'enfant, mais aussi d'autres spécialités répondent à cette demande en soins dans des établissements de soins privés, bien sûr, mais aussi dans les cabinets, souvent sur la demande des médecins généralistes. Et c'est bien cette coordination entre le médecin généraliste et le médecin spécialiste de proximité qui, pour nous, est le cœur d'une bonne organisation du système de soins. Autre question, et vous êtes nombreux à en avoir posé, celle-ci. Quel est le coût d'un passage aux urgences versus prise en charge en médecine de ville ? Pourquoi ne pas diffuser l'organisation des centres de soins non programmés libéraux fonctionnant sans subvention ? Alors effectivement, le coût d'un passage aux urgences hospitalières n'a rien à voir avec une prise en charge en médecine de ville, bien évidemment, puisqu'on est au minimum autour de 250 € pour peu qu'on mette un orteil dans un service d'urgence hospitalière. Et c'est une demande que j'ai souvent faite d'ailleurs à nos décideurs. On voit bien qu'il y a des structures en ville qui s'organisent. Vous avez donné l'exemple, Patrice Wierzyński, de ce qui se fait au Havre. Nous avons vu l'exemple d'Alain Prochasson de ce qu'il a monté en Lorraine. Mais pourquoi ne pas imaginer dans des centres médicaux, des cabinets de groupe, des maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont un petit peu organisées pour prendre des soins non programmés, et il en existe, qui ont de véritables petites salles d'accueil de soins non programmés, pour ne pas dire d'accueil des urgences. Pourquoi ne pas imaginer que dans ces cas-là, ces structures-là seraient réellement accompagnées financièrement par les pouvoirs publics? Ça coûterait quand même beaucoup moins cher que d'aller à l'hôpital. Les patients y trouveraient leur compte, puisque ça serait près de chez eux, avec leurs médecins qu'ils connaissent. Et je suis sûr que les médecins y participeraient volontiers, parce que ça participe aussi à la diversité de leur mode d'exercice. Voilà, autre question, et je pense que ce sera la dernière. Quel soutien a été mis en place récemment pour aider les médecins à prendre en charge les SNP, alors qu'ils travaillent déjà 58 à 60 heures par semaine? Les SNP. Les soins non programmés. Les soins non programmés, pardon. L'acronyme inventé. Quel soutien, par exemple? Eh bien, quel soutien avez-vous? Au Havre, par exemple, nous avons des subventions de l'ARS uniquement pour ce qui concerne la permanence des soins, et nous organisons nous-mêmes notre continuité des soins. Voilà. Donc on voit bien qu'un certain nombre d'ARS ont pris la dimension de cette demande de la part de la population et accompagnent un certain nombre d'associations ou de structures mises en place, probablement pas assez. On parlait tout à l'heure de cette coordination dans le cadre de l'urgence, demande d'un médecin généraliste en urgence auprès d'un médecin spécialiste pour qu'il voie le patient rapidement, avec effectivement un supplément à la consultation du médecin généraliste et à la consultation faite dans les 48 heures par le médecin spécialiste. Je pense que ce sont des exemples qui vont dans le bon sens de ce qu'il faut faire pour éviter un recours excessif aux structures hospitalières qui nous coûtent quand même beaucoup trop cher et qui souvent ne sont pas très pertinentes dans le cadre d'une bonne prise en charge de la population, à l'heure où on parle beaucoup de pertinence, et c'est à la mode, notre ministre Agnès Buzyn en parle beaucoup. Il est temps de cultiver la pertinence auprès des patients, y compris dans leur démarche d'une urgence ressentie ou d'une demande de soins non programmée. Voilà, le temps passe très vite, il va falloir nous quitter. Une petite conclusion avant, Monsieur Czerwinski? Alors pour finir sur mon secteur de garde, nous travaillons en lien étroit avec de nombreuses institutions, puisqu'il y a le SAMU, qui compte énormément sur les médecins généralistes libéraux, toute notre communauté d'agglomération de communes, c'est-à-dire la ville du Havre, mais aussi toutes les communes avoisinantes qui font partie de notre secteur de garde. Une des cliniques, la clinique des Ormeaux, qui nous soutient évidemment, la caisse primaire d'assurance maladie avec laquelle nous travaillons aussi. Et je pense que je n'en ai pas oublié, je l'espère. Et ne vous en voudrons pas. Voilà. En fait, oui, c'est une structure qui est maintenant bien établie et avec de nombreux partenaires. Oui. Ok. Voilà. Très bel exemple. Jean-Paul. Très bel exemple. Et en conclusion de cette émission, je dirais simplement une chose. On voit que les médecins libéraux, les médecins généralistes et les médecins spécialistes aussi sur le terrain s'organisent, tentent de mettre en place des réponses à cette demande en soins non programmés. C'est souvent difficile et les pouvoirs publics auraient tout intérêt à accompagner
à subventionner autant que faire se peut ces organisations de façon effectivement à éviter ces recours à l'hôpital. On parle souvent d'une défaillance de la médecine de ville dans ces soins non programmés. J'ose espérer que l'émission de ce soir a pu prouver que les médecins savaient répondre, savaient s'organiser et qu'il est nécessaire de tenir compte de ces réponses et de les encourager, y compris financièrement. Messieurs, merci. Monsieur Saversky, merci d'être venu de si loin. Jean-Paul, à très bientôt sans doute. Cette émission, vous l'avez compris, est terminée. Mais sachez que pour ceux qui n'ont pu la suivre, elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et sur celui de Fréquence Médicale. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, #UniversMédecin. Notre prochain rendez-vous, mercredi 30 mai 2018. J'espère que vous serez nombreux. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.